La pensée complexe et l'esprit critique demandent que désormais, chaque fois qu'on fait face à un problème de santé, chaque fois qu'on fait face à une nouvelle information qui a trait à la santé, qu'on puisse se poser la question, d'où vient cette information? À qui ça profite cette information? Qui profite du fait que cette information continue d'être disséminée dans la population? Moi, j'ai un professeur de parasitologie qui nous a donné cours en première et en deuxième année, qui nous disait quelque chose de formidable, parce que lui, il a avoué en classe, il ne s'est même pas caché. Il nous disait que si aujourd'hui on découvre le vaccin contre le paludisme, mon travail s'arrête. On lui disait, mais prof, comment ça? Il dit, mais en fait, chaque année, le Cameroun reçoit des subventions pour faire des études sur le paludisme, pour faire des travaux scientifiques sur le paludisme. Ça veut dire que si aujourd'hui on a un vaccin qui nous dit que le paludisme est résolu, en fait, ces subventions vont diminuer. Et notre travail ne pourra plus se faire. Donc, on a intérêt à ce qu'il y ait toujours ce type de subvention. Et je vais aller plus loin. Ces subventions-là poussent à faire de fausses études. Et ça, c'est important, parce que moi, j'ai mené une enquête dessus. Parce que je fais aussi de la biostatistique. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font de fausses études parce que ces études vont servir à avoir plus de subventions. Ça veut dire quoi? Quelqu'un va, par exemple, aller faire une étude sur le paludisme à l'Est, mais il va fausser les résultats. Parce qu'il faudrait que les résultats là permettent d'avoir plus de subventions au niveau des institutions internationales et des ONG. C'est très important. C'est-à-dire qu'on est devenus en fait des bourreaux. Pour de l'argent, nous sommes devenus les bourreaux des patients. La médecine est tridimensionnelle. Il y a la médecine primordiale et primaire qui doit intervenir avant que la maladie ne survienne. Il y a la médecine secondaire qui intervient quand la maladie est déjà survenue. Il y a la médecine tertiaire qui intervient quand on veut maintenant résoudre des problématiques qui ont trait aux complications d'une maladie qui s'est déjà installée. Et nous sommes restés uniquement dans la médecine secondaire et la médecine tertiaire. Et la médecine primaire, en fait, les gens n'en font plus. Ça n'intéresse plus les gens. Certainement parce que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ce qui fait que quand on ouvre un nouvel hôpital, les gens sont contents. Oui, parce que quand on ouvre un nouvel hôpital, les gens disent « Ouh, on ouvre un nouvel hôpital, c'est magnifique. » Mais on te dit qu'on a ouvert un endroit qui ne reçoit que les gens qui sont malades ou qui vont mourir dans quelques heures et tu es content. On ne devrait pas être content. On devrait être content de savoir qu'on est en train de mettre sur pied un programme qui d'ici 2 à 3 ans va éradiquer le paludisme totalement. Voilà un programme qu'on doit féliciter. Parce que dès que le programme là va arriver à son terme, en fait, on n'aura plus de palu. On n'aura plus à dépenser de l'argent pour aller à l'hôpital tous les jours, pour l'hospitalisation, pour les examens, pour les soins, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ouvrir d'hôpitaux. Je suis en train d'expliquer qu'il existe 3 formes de médecine que j'ai citées préalablement. Mais sauf que nous, on se contente juste de la médecine secondaire et la médecine tertiaire qui est défavorable pour le patient. Parce que le patient, surtout dans un pays comme le nôtre, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à se nourrir. C'est quelqu'un qui n'a même pas d'emploi. C'est quelqu'un qui a un PhD et qui est en train de dormir en bas d'un ministère depuis près de 30 jours. C'est ça le patient camerounais. Et c'est à ce même patient-là que tu voudrais demander qu'il puisse payer un scanner à 100 000 francs. Après avoir payé le scanner, il faut encore qu'il paye la consultation pour voir le neurochirurgien. Il faut encore qu'il paye l'opération à 2 millions de francs. Il n'a pas d'argent, surtout qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Donc le meilleur mécanisme pour pouvoir préserver ce patient déjà qui est indigent, en bonne santé, c'est de mettre sur pied un programme qui fasse en sorte qu'il préserve sa santé pendant longtemps en dépensant le peu de ressources. Et le seul élément qui peut permettre de le faire, c'est la médecine primordiale et primaire, qu'on ne met pas suffisamment en avant, que ce soit dans nos facultés de médecine ou alors même dans nos programmes de santé. Et c'est ça le problème que nous avons. Donc c'est ça qui me pousse à me dire, ok, je vais donc mettre sur pied ce projet qui s'appelle Médecin 2.0, qui certes commence par des médecins, mais qui va s'étendre à tous les autres corps de la santé, c'est-à-dire les infirmiers, c'est-à-dire les aides-soignants, c'est-à-dire tous les autres professionnels de santé, afin qu'ils puissent développer l'esprit critique, qu'ils puissent développer la pensée complexe. Que lorsqu'on leur parle d'un problème, qu'ils puissent se dire, attention, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes, avec les ressources que nous avons, exploiter ce problème-là pour pouvoir dénicher des opportunités d'affaires? Est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes? Voilà. En dehors de ces projets, il y a des ouvrages que j'ai eu à publier aussi. Le premier s'appelle « Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida ». Donc, c'est un ouvrage dans lequel je parle un peu de ce que je vous expliquais tout à l'heure en ce qui concerne le VIH-Sida, en ce qui concerne l'historique, en ce qui concerne les tests de dépistage, la sérologie, la séropositivité, etc.